On dit souvent que le Moyen-Âge fut une période assez sombre pour la médecine. C'est à moitié vrai, car si l'Europe chrétienne traverse une phase de stagnation, le monde islamique, lui, devient un véritable foyer de sciences médicales. Pendant que certains ferment les yeux, d'autres traduisent, ils explorent et ils innovent. Le monde médiéval est donc un monde à deux visages. Dans l'Europe de l'Occident chrétien, après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, les structures médicales s'effondrent peu à peu. La médecine se réfugie dans les monastères. Ce sont les moines qui copient les textes antiques, notamment ceux d'Hippocrate et de Galien, et qui assurent les soins de base à travers les infirmeries monastiques. La maladie est vue comme une épreuve divine, parfois même comme une punition. On prie plus qu'on ausculte. Le traitement du corps passe souvent après celui de l'âme. Et pourtant, il y a des tentatives de renaissance. Au XIIe siècle, l'école de médecine de Salerne, en Italie, est un exemple frappant. Elle accueille étudiants chrétiens, juifs et musulmans. On y enseigne les textes grecs et arabes. Le célèbre régiment Sanitatis Salernitanum, un poème médical en latin, y est rédigé. Mais l'enseignement reste souvent figé dans l'autorité des anciens. Ce que Galien a dit est vrai, même si l'observation clinique le contredit. Pendant ce temps, dans le monde musulman, c'est une autre histoire. À partir du 8e siècle, une vaste entreprise de traduction débute à Bagdad, à la Maison de la Sagesse. Les œuvres grecques sont traduites en arabe, commentées et enrichies. Et surtout, elles sont mises en pratique et dépassées. C'est l'âge d'or de la médecine islamique. Parmi les figures majeures, on trouve Rhazès, médecin persan du 9e siècle qui distingue la variole de la rougeole, qui insiste sur l'importance de l'expérience clinique et rédige plus de 200 ouvrages. Il décrit l'évolution des maladies, note les effets secondaires des médicaments et gère même un hôpital à Bagdad en organisant les services par spécialité. Puis vient Avicenne, au XIe siècle, génie universel. Son canon de la médecine devient une référence absolue, enseigné pendant 5 siècles en Europe. Il y organise les connaissances médicales, décrit la circulation partielle du sang et développe une pensée profondément logique et clinique. La médecine arabe excelle aussi en chirurgie, avec Al-Muqaysis, encore appelé Al-Zahrawi, en ophtalmologie et aussi en pharmacologie. Des hôpitaux modernes sont créés avec dossiers des patients, salles d'isolement et des bibliothèques médicales. On parle d'éthique, on parle d'hygiène, on parle de prévention. On soigne selon la science, mais sans négliger la foi. Et c'est grâce à cette médecine islamique que l'Europe va peu à peu sortir de son sommeil médical. À partir du XIIe siècle, les textes arabes sont traduits en latin à Tolède, Montpellier, Salerne et alimentent une renaissance du savoir. La médecine s'enseigne à nouveau dans les universités. On forme des médecins, on tente des dissections malgré l'interdit ecclésiastique. Mais le Moyen-Âge, c'est aussi l'époque des grandes épidémies. La peste noire qui frappe l'Europe en 1347 tue des millions de personnes. Face à cette horreur, la médecine reste impuissante. On tente des purges, des saignées, on fuit les villes, on cherche des coupables. La peur prend le dessus. Et pourtant, cette catastrophe va pousser certains esprits à remettre en question les anciennes certitudes. Car la médecine, même dans les pays périodes, n'arrête jamais d'évoluer.